Ce que la Révolution veut dire. Journal Freedom, Londres, numéro 2, novembre 1886. Nous avons dit dans notre article précédent qu'une grande révolution se prépare en Europe. Nous nous approchons d'une époque où la lente évolution qui a pris forme pendant la seconde moitié du siècle, mais qui se trouve encore empêchée de se concrétiser dans la vie, brisera les obstacles placés sur son chemin et tentera de remodeler la société en fonction de nouveaux besoins et de nouvelles orientations. Telle a été jusqu'à présent la loi du développement des sociétés, et le refus actuel de la part des classes privilégiées de reconnaître la justice des revendications des plus défavorisés démontre suffisamment que les leçons du passé ne leur ont pas été profitables. L'évolution prendra son aspect le plus effréné, celui de la révolution. Mais qu'est-ce qu'une révolution? Si nous posons la question aux historiens, nous apprenons d'eux que cela veut dire beaucoup de bruit dans les rues, de furieux orateurs pérorant dans les cercles politiques, des hordes cassant des vitrines et détruisant des maisons, le pillage, la guérilla urbaine et les meurtres, des luttes au couteau entre partis, le renversement violent des gouvernements en place et la nomination de nouveaux gouvernements, tout aussi incapables que les précédents de résoudre les grands problèmes de l'heure. Puis le mécontentement général, la misère croissante, la réaction s'immisçant sous la bannière souillée de sang de la terreur blanche, et enfin la restauration d'un gouvernement pire que le premier. Tel est le tableau que brossent la plupart des historiens. Mais cela n'est pas la révolution. On trouve dans ce tableau certains traits caractéristiques des révolutions, mais il leur manque leur essence. La destruction des vitrines à la guérilla urbaine peuvent aussi bien caractériser une émeute, et un changement violent de gouvernement peut tout aussi bien être le résultat d'une simple insurrection. Cela fut le cas par exemple dans toute l'Europe en 1848. La révolution a un sens bien plus profond. Il est possible qu'ait lieu une guérilla urbaine, comme il est possible que non. Il est possible que des maisons soient détruites, ou non. Mais lors d'une révolution, il est nécessaire qu'il y ait une transformation rapide des institutions économiques et politiques décadentes, un renversement des injustices accumulées lors des siècles passés, une répartition des richesses et du pouvoir politique. Lorsque nous voyons, par exemple, qu'entre 1789 et 1793, les derniers vestiges des institutions féodales furent abolis en France, que les paysans qui étaient auparavant, au plan économique, même s'ils n'étaient pas plus légalement, serfs de seigneurs furent affranchis, que les communes reprirent possession de la terre enclose par les propriétaires terriens, que le pouvoir du roi absolu, ou plutôt de ses courtisans, fut détruit pour toujours en l'espace de quelques années, et que le pouvoir politique fut transféré des mains de quelques courtisans vers celles des classes moyennes. Eh bien, nous disons que ce fut une révolution. Et nous savons que ni la Restauration, ni la Terreur blanche ne pouvaient reconstituer les droits féodaux de la noblesse, ni ceux de l'aristocratie foncière, ni le pouvoir absolu du roi. Ce fut à ce point de révolution qu'en dépit de son échec apparent, elle a contraint à la longue l'Europe à mettre en œuvre son programme, c'est-à-dire abolir le servage et mettre en place le gouvernement représentatif. Et pour trouver quelque chose qui lui ressemble, nous ne devons pas nous arrêter sur ces petites crises de notre époque. Il nous faut revenir au XVIIe siècle, à la révolution qui a eu lieu dans ce pays, selon un programme presque identique et de tendances et des conséquences semblables. En ce qui concerne la guérilla urbaine et les exécutions, qui préoccupent tant les historiens, il s'agit d'effets accidentels de la grande lutte. Ils ne constituent pas son essence et ne seraient probablement pas produits du tout si les classes dirigeantes avaient compris une fois pour toutes quelle était la force nouvelle qui se développait parmi elles, et, au lieu de comploter contre elles, s'étaient mises sincèrement au travail pour favoriser l'avènement du nouvel ordre des choses. La révolution n'est pas un simple changement de gouvernement, parce qu'un gouvernement, aussi puissant soit-il, ne peut renverser des institutions par simple décret. Ces décrets resteraient lettre morte si dans chaque portion du territoire n'avait pas lieu spontanément la démolition d'institutions économiques et politiques en déclin. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'œuvre d'un jour, il ne s'agit pas d'une période entière, s'étendant essentiellement sur plusieurs années, au cours de laquelle le pays est en état d'effervescence. Une période où des milliers de spectateurs auparavant indifférents prennent une part active dans les affaires publiques, où la conscience publique, se délivrant du lien qui la restreignait, discute librement, critique et répudie les institutions qui constituent une entrave à un développement libre,
où elle se tourne témérairement vers des problèmes qui semblaient auparavant insolubles. Le problème principal auquel nous confronte notre siècle est le problème économique. Et les problèmes économiques impliquent des changements si profonds dans toutes les branches de la vie publique qu'ils ne peuvent être résolus par des lois. Les lois, y compris celles qui ont été adoptées par les corps révolutionnaires, ont surtout sanctionné le fait accompli. Les classes laborieuses dans l'Europe entière affirment avec force que le petit nombre ne doit pas s'approprier les richesses produites par les efforts combinés des générations passées et présentes. Elles considèrent comme injuste que les millions d'individus disposent à travailler pour obtenir du travail dépendent de la bonne volonté, ou plutôt de la cupidité du petit nombre. Elles exigent une réorganisation complète de la production. Elles refusent au capitalisme le droit d'empocher les bénéfices de la production sous prétexte que l'État le reconnaît comme le propriétaire de la terre, du champ, de l'entreprise, des charbonnages ou des machines, sans l'utilisation desquelles les millions de travailleurs ne peuvent réaliser aucun travail utile. Ils exigent avec force une organisation plus équitable de la distribution. Mais cet immense problème, la réorganisation de la production, la redistribution de la richesse et de l'échange, en fonction de principes nouveaux, ne saurait être résolu par des commissions parlementaires ou par quelconque gouvernement. Il doit s'agir d'un développement naturel résultant de l'effort combiné de tous ceux qui ont un intérêt, libre des contraintes des institutions actuelles. Cela doit prendre forme naturellement en partant des fédérations les plus simples vers les plus complexes, et cela ne peut être planifié par quelques individus et dirigé hiérarchiquement. Sous cette dernière forme, cela n'aurait certainement aucune chance de subsister. Une réorganisation économique de ce type implique également de refaire l'ensemble des institutions que nous avons désormais l'habitude d'appeler l'organisation politique du pays. Une nouvelle organisation économique réclame nécessairement une nouvelle organisation politique. Les droits féodaux s'accommodaient eux-mêmes parfaitement de la monarchie absolue. La libre exploitation organisée par les classes moyennes a prospéré à l'abri du gouvernement représentatif. Mais de nouvelles formes de vie économique requerront également de nouvelles formes de vie politique. Et ces dernières ne peuvent constituer un renforcement du pouvoir de l'État en remettant entre ses mains la production et la distribution de la richesse, ainsi que dans l'échange. Le progrès humain avance dans la direction opposée. Il conduit vers la limitation du pouvoir de l'État sur l'individu. Et la révolution ne peut que suivre la même tendance. Si les temps sont mûrs pour un remodelage substantiel de la vie, un tel remodelage sera le résultat des innombrables actions spontanées des millions d'individus. Il prendra une direction anarchiste et non gouvernementale, et il débouchera sur une société laissant le champ libre à l'individu et au libre rassemblement des individus, au lieu de renforcer leur soumission à l'État. Voilà, le deuxième morceau de cette lecture est terminé. J'espère que vous avez apprécié, tout comme vous avez apprécié le premier chapitre, que je vous ai à écouter si jamais ça n'a pas été le cas. Donc vous pouvez voir dans cette partie de lecture qu'il est question de l'accumulation des richesses par une minorité et de l'inaction de l'État à faire le nécessaire. D'un côté, effectivement, pour que ceux qui sont propriétaires ne s'estiment pas pouvoir disposer librement de l'ensemble du capital. On voit effectivement le système actionnarial actuel. Et puis, de la difficulté qu'ont les gens à pouvoir travailler selon le bon vouloir, des propriétaires à vouloir fournir un emploi et des conditions dans lesquelles elles veulent bien fournir cet emploi. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine lecture, au prochain chapitre, espérant que vous serez présents et que vous apprécierez tout autant. Merci à vous.